L'Assemblée des communautés de France, l'ADCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles dans un contexte marqué par de nombreuses évolutions, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et les moyens du réseau Ideal Connaissance. Chacune de ces vidéos a vocation à traiter d'un point en particulier, et nous vous proposons ici d'aborder celui de la gouvernance en général des communautés, après avoir traité dans un précédent tutoriel celui de la recomposition des assemblées communautaires. Tout d'abord, ceci est donc la suite de toute une série de tutoriels et sur ce point, on vous invite à regarder en premier lieu le tutoriel précédent qui s'intitulait la recomposition des assemblées. En réalité, ceci forme un tout. Très souvent, lorsque l'on fait par exemple une fusion de communautés, les élus se disent mais finalement en matière de gouvernance nous n'avons plus trop grand chose à dire maintenant que les choses sont très cadrées et sévèrement cadrées par la loi en matière de répartition des sièges. En réalité, bien au contraire, c'est totalement une gouvernance sur mesure qu'il faut bâtir, et surtout dans les communautés qui atteignent une certaine taille. Une communauté, surtout une fusion de communautés, c'est toujours le renouvellement d'un défi démocratique majeur, qui est de repenser le lien entre l'élu et l'habitant au niveau communal avec l'échelle intercommunale, que ce soit au niveau de la gouvernance administrative ou politique. Mais évidemment, plus la communauté est grande, plus elle est diversifiée, plus on a une complémentarité entre types de territoires, plus ce lien est menacé, plus il est majeur en termes démocratiques et tout simplement fonctionnel, d'avoir quelque chose qui marche bien, qui représente tout le monde et où on ait une gouvernance à la fois efficace, mais avec un minimum de consensus et où personne n'écrase personne. Ce n'est jamais très facile. Alors, plusieurs points font l'objet de questions dans cette thématique-là. Tout d'abord, la composition du bureau de la communauté, après notamment une évolution de périmètre, par exemple une fusion, qui amène à se poser la question des équilibres au sein de ce bureau et de sa composition. Et puis également différentes instances, plus ou moins informelles, dont la loi ne prévoit pas nécessairement l'existence, ou alors pour lesquelles ne prévoit pas forcément qu'elles aient un pouvoir décisionnel, mais qui vont être bien utiles dans ce nouvel échafaudage de la gouvernance après l'évolution de périmètre. Puis enfin, on a d'autres mesures assez utiles, utiles pour assurer un lien entre communes et communautés. Commençons par le bureau. Chacun sait que le bureau ne peut être composé que de 20% de l'effectif total du conseil communautaire. Mais on ne peut monter à 30% de cet effectif en cas de vote à la majorité des 2/3. Ceci posé, et notamment dans les grandes communautés, se pose un problème, c'est qu'on a un plafond à 15 vice-présidents. Ce qui, dans certaines grandes structures, peut être un vrai problème. Alors, on peut se dire, oui, mais on va élargir à d'autres membres. Certes, mais ceux-ci ne seront pas d'abord vice-présidents, alors qu'ils avaient peut-être parfois ce titre dans l'ancienne communauté, ce qui est un paramètre. Deuxième paramètre, dans les communautés de communes, on n'a pas les mêmes souplesses de répartition entre membres du bureau des indemnités de fonction que l'on a en revanche en communauté urbaine, métropole, communautés d'agglomération et qui sont calquées sur la ventilation au profit des conseils municipaux délégués que l'on a dans les conseils municipaux. Autre élément sur le bureau, c'est le bureau et la présidence. Quand faut-il les changer? Alors évidemment, il n'y a pas de débat juridique. Lorsqu'il y a une fusion, on nous dit qu'il faut recomposer tous les organes. C'est le Code général des collectivités territoriales. En cas de transformation, pas de débat. Il n'y a pas de modification des organes exécutifs. L'article L5211-41 du CGCT est assez clair sur ce point. En cas de transformation, extension, là aussi, pas de débat juridique. Il y a recomposition de l'exécutif parce qu'il y a recomposition de l'organe délibérant. Et l'article L5211-41-1 du Code est assez clair, même si le texte applicable peut être un peu différent quand nous sommes dans les procédures loi NOTRe. En revanche, là où les juristes ont quelques matières à débat, c'est lorsqu'il y a une extension de périmètre.
Les services de l'État nous disent non, parce qu'il y a une extension de périmètre, il n'y a pas d'obligation d'avoir une recomposition de l'exécutif. Oui. Ce ne fut pas l'avis pourtant du tribunal administratif de Lille dans une ordonnance de référé en 2002, mais c'est une décision qui, à notre connaissance, est isolée, mais qui existe, et qui nous dit que dès que j'ai une recomposition un peu conséquente de l'organe délibérant, j'ai une recomposition de l'étage au-dessus qui est l'exécutif. Fort bien. Après, le plus raisonnable, mais ce point est débattu, est de penser, comme les services de l'État, qu'il n'y a pas de recomposition de l'exécutif, notamment du président, car je rappelle que quand on a un changement de président, il y a une recomposition obligatoire du bureau, tout comme il y a une nouvelle élection des adjoints au maire quand il y a une nouvelle élection du maire au niveau municipal. Il est donc raisonnable, comme l'État le dit, de penser qu'il n'y a pas de recomposition du bureau lorsque le président d'une communauté qui a une extension de périmètre se retrouve représentant d'une commune qui a autant de délégués ou plus de délégués qu'antérieurement. En effet, au niveau de sa commune, il n'y a pas de nouvelle élection conduisant à remettre en cause, ne serait-ce qu'un instant, la qualité de membre du conseil communautaire pour ce président. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas nouvelle élection du président ni du bureau, hormis pour certains vice-présidents qui, eux, seraient nouveaux ou auraient vu leur mandat changer, sauf à appliquer cette fameuse ordonnance du tribunal administratif de Lille. Si en revanche, on a un président de communauté qui est issu d'une commune qui se retrouve avec moins de sièges qu'auparavant, alors il y a eu une nouvelle élection, y compris pour cette personne, pour avoir la qualité de conseiller communautaire au sein de la commune. Ah, mais en vertu de quelles règles sur ce point? Voir le tutoriel, justement, sur les recompositions des assemblées. Et donc, vous voyez bien, si un élu est président d'une communauté, mais que dans sa commune, il est obligé de se représenter au suffrage des conseillers municipaux, en vertu de l'article 52.6.2 du CGCT, pour aller siéger à la communauté, est-ce que ça n'a pas entraîné une sorte de coupure dans son mandat présidentiel, ce qui entraîne, en ce cas, l'éventuelle obligation de recomposer tout le bureau? Il y a un débat juridique sur ce point, et je dirais qu'il est relativement aisé de soutenir tout et son contraire. Les plus aventureux alimenteront les chroniques jurisprudentielles à venir donc. Mais ceci n'est qu'un détail, si j'ose dire, pour la plupart des communautés qui, elles, vont connaître de toute manière des fusions, des créations ou des transformations extensions, c'est-à-dire pour lesquelles il y a de toute manière une recomposition du bureau. Et pour l'ensemble des communautés, le débat est finalement plus large, c'est comment vivifier au-delà du bureau, comment bâtir structurellement une communauté qui ait une vie démocratique et organisationnelle efficace. Chacun trouve son organisation. Une grande communauté du Sud-Ouest a gardé par exemple des assemblées territoriales par territoire d'anciennes communautés. Une communauté de la région centre a décidé de faire de même, mais uniquement pour le mandat en cours pendant la fusion. Certains font des comités des maires, fort bien, ou conseil des maires, on peut l'appeler comme on veut. Mais on voit bien que, concrètement, un comité des maires qui se réunit avant chaque réunion du bureau entraîne une participation plus riche et plus forte des communes rurales, mais également un ralentissement du processus décisionnel qui peut être craint dans certains territoires. Je connais une communauté où le comité des maires se réunit 2 fois, une fois avant le débat d'orientation budgétaire et une fois à la date qu'il décide sur un ordre de jour qu'il décide, ce qui les transforme presque, je ne veux pas dire en cours des comptes, mais un peu, de la communauté. Du coup, peu de réunions, mais un impact politique majeur. Et surtout, il faut bien voir qu'une communauté, si elle comporte 10 communes, va fonctionner tel que chacun
on connaît les rouages usuels. Mais si vous avez en revanche une grande communauté, voire une très grande communauté, les communes se retrouvent noyées et on a de toute manière un conseil communautaire pléthorique. Donc le vrai jeu démocratique, il se passe ailleurs. Il se passe par exemple comme dans les conseils départementaux régionaux, essentiellement par une composition du bureau, par des vice-présidents qui sont des vrais vice-présidents avec de vraies délégations et avec des commissions qui fonctionnent avec une vraie autonomie. Tout le problème est d'associer les communes à ce stade-là, tout comme dans les conseils départementaux où la vraie vie des projets se fait par un couple entre la commission permanente et les commissions, et bien vous retrouvez la même chose dans les grandes communautés, en tout cas celles qui fonctionnent bien. Ce qui pose aussi le problème de la représentation des communes qui ne peuvent pas se retrouver à siéger dans toutes les commissions. Pour caricaturer, je dirais que toutes les communes ont un fanat du service public de l'assainissement non collectif, mais ce n'est pas forcément l'élu ou les deux élus qui vont siéger au conseil communautaire. D'où le fait que nombre de commissions deviennent non plus des commissions communautaires, mais des comités consultatifs ouverts à des conseillers municipaux. Oui, mais comment faire dans ce cas pour s'assurer qu'on a quand même un primat des élus communautaires dans ces ensembles, etc., etc. Donc on a, au total, et voici un exemple, en voici un autre, des fonctionnements avec des commissions thématiques ou pas, des commissions géographiques ou pas, un rôle très important donné au bureau ou moins, qui va se retrouver à entraîner des fonctionnements d'une communauté à l'autre extrêmement divers. Un esprit cartésien pourrait en sortir Marie en se disant « Ah, on a des territoires qui du coup fonctionnent très différemment l'un l'autre. » Mais tant mieux, car le Queyras n'est pas la plaine de France, par exemple. Le fonctionnement des communautés de grande taille n'est pas celui des communautés de petite taille. Un territoire de montagne ou un territoire où on combine du littoral et du rétro-littoral n'ont pas les mêmes défis à relever. Et donc, il est très important dans ce cadre-là, au-delà de la répartition des sièges prévus par la loi avec quelques petits ajustements dans le conseil communautaire, de fonder une gouvernance sur mesure. À cet effet, de très nombreux outils existent. Cette réflexion sur la gouvernance à mettre en place après un nouveau périmètre peut notamment prendre la forme des commissions thématiques qui sont créées librement au sein du Conseil pour préparer certaines décisions, et notamment grâce à la possibilité que pose la loi d'ouvrir ces commissions thématiques à la présence de conseillers municipaux qui ne sont pas élus communautaires. C'était notamment prévu lors de la loi de 2010 pour favoriser l'association de ces élus municipaux, alors que les nouvelles règles de répartition des sièges allaient diminuer mathématiquement le nombre de représentants pour les petites communes. Donc par exemple une situation qui permet de maintenir l'implication d'élus communautaires qui ne peuvent malheureusement plus siéger après une nouvelle répartition des sièges, et donc profiter également d'une meilleure descente de l'information au niveau municipal et également de l'expertise, de la connaissance de ces élus devenus élus municipaux non communautaires. Il y a également toute une palette d'outils d'ajustement possibles grâce aux différents rôles joués par les délégations. Qu'il s'agisse de délégations à caractère politique, donc le conseil communautaire peut déléguer des pouvoirs, des compétences au président ou au bureau dans son ensemble, et puis le président a également la main pour déléguer des fonctions à certains vice-présidents ou alors aux autres membres du bureau, dès lors que chaque vice-président a une délégation de fonctions. Dernier type de délégation qui peut permettre de mettre un peu d'huile dans les rouages dans cette nouvelle gouvernance, ce sont les délégations de signature que le président peut octroyer au personnel administratif, comme le directeur des services ou les autres cadres. Et puis, plusieurs mesures sont également envisageables pour voir cette nouvelle gouvernance, notamment recréer des assemblées par territoire, qu'il s'agisse de territoires qui correspondent aux anciennes communautés fusionnées, ou alors de se poser la question de ces nouveaux territoires après la fusion pour penser des ensembles qui soient cohérents par rapport à certaines politiques publiques. Autre élément, le jeu des communes nouvelles, à deux titres. En premier lieu, une commune nouvelle va compter pour une commune dans la répartition des sièges, si elle est créée avant une fusion ou une transformation-extension, alors que si elle est créée postérieurement à l'arrêté à cet effet, elle aura autant de sièges que ces communes historiques n'en avaient. Mais surtout, la commune nouvelle sera souvent un territoire qui pourra être différent quant à son jeu selon la taille de la commune nouvelle et de la communauté. En effet,
nombre de communautés aujourd'hui décident de n'être que stratèges, mais sur des grands territoires, et en dessous, si j'ose dire, les compétences de lien à la population, de service à la population, sont gérées soit par des communes nouvelles, soit par des structures de type syndical ou groupement de coordination sociale médico-sociale, ou par des zonages de systèmes de mutualisation par service commun. Dans ce cadre-là, un modèle, je dirais presque alternatif, de communauté se développe. C'est la communauté qui gère des compétences très stratégiques, et les compétences en lien avec la population sont faites par des communes nouvelles, mais très fortes et très intégrées. Si on est là, alors on retrouve des communautés d'assez grande taille, mais avec assez peu de communes. Et donc du coup, une gouvernance totalement différente. C'est-à-dire qu'on a parfois des territoires où on a une grande communauté en projet, et les communes se regroupent par communes nouvelles, aussi pour ne pas perdre le lien avec l'habitant, pour ne pas perdre la proximité d'un certain nombre de compétences qui étaient aujourd'hui gérées par les actuelles communautés, qui demain le seront par des communes nouvelles à l'échelle de un quart ou un tiers ou la moitié de l'ancienne communauté ou autre. Et de ce point de vue, du coup, on a des gouvernances totalement différentes qui existent sur le territoire. On a un modèle de plus en plus varié sur ce terrain aussi. Il y a donc cette question de la maille communale et puis d'autres questions qui tiennent plutôt à la superficie de la nouvelle communauté, ces grands ensembles qui posent différentes questions. Les élus affichent des soucis de proximité et des soucis de rapidité dans les décisions à prendre, notamment pour la commande publique. Il est possible d'instituer différentes commissions de marché ou des CAO afin d'avoir quelque chose, des commissions qui soient ajustées selon certains besoins sur certains territoires ou pour certaines compétences, après la fusion de communautés par exemple. Une possibilité que nombre d'élus apprécient au regard de l'importance du tissu artisanal local, dans le respect naturellement des règles de la commande publique. Face à cela, il y a aussi une nouvelle obligation à partir de 20 000 habitants de faire un conseil de développement. Perçu comme un outil passionnant par certains, d'une utilité discutée par d'autres, le sujet n'est rarement perçu comme anodin. Néanmoins, notamment dans le cadre de fusion de communautés, que l'on soit un partisan ou pas de cet outil à la base, retenons qu'il peut être l'occasion justement de retisser du lien entre la commune dans sa diversité et la communauté dans sa diversité et les communes qui la composent. Ce peut être un conseil de développement classique, ce peut être aussi un lien avec d'anciens élus, ça peut être un lien avec des élus qui dirigeaient des syndicats et qui ne peuvent plus le faire pour des raisons qui seront évoquées dans un autre tutoriel, etc. Donc, l'idée du conseil de développement, c'est parfois d'en faire un conseil de développement classique, c'est-à-dire une ouverture sur les projets portés ensemble avec les différentes forces de la société civile, pour parler en termes simples. Mais ce peut être aussi un conseil de développement bien spécifique, fait sur mesure en fonction des problématiques propres à chaque territoire et aux grands acteurs de chaque territoire. Il y a certains territoires, par exemple, où des groupements d'intérêt public, ou voire des fondations jouent des rôles historiques ou culturels ou de développement économique majeurs, et qui peuvent, dans ces cas-là, devenir des partenaires tout à fait intéressants avec un outil désormais dédié. Et après que leur périmètre a été élargi, sur un autre aspect, on a vu des communautés qui ont eu à cœur de nommer un référent administratif, alors soit par commune, soit par zone de la communauté rassemblant différentes communes, pas forcément encore en lien avec les anciennes communautés, un peu comme un gage déjà d'une présence sur le territoire, présence physique, et puis également un gage pour montrer que la nouvelle communauté souhaitait également mieux connaître les nouveaux entrants lors d'une extension, ou alors être présente pour certaines thématiques, des compétences dites de proximité, où la connaissance du terrain est très utile. Toujours dans cette même logique de rechercher une plus grande proximité, certaines communautés organisent une rencontre annuelle avec l'ensemble, par exemple, des conseillers municipaux. Alors évidemment, on peut facilement brocarder ce genre de, entre guillemets, grand-messe, mais il est souvent très apprécié que de multiplier les occasions de ce type pour les élus de se rencontrer, de travailler éventuellement par atelier. Évidemment, si ce n'est qu'un prononcé de vœux, l'affaire risque de tourner court. Mais si les élus s'expriment
de manière un peu organisée, en atelier par exemple, sur les projets de la communauté, si l'on recense ceux qui sont volontaires pour accompagner la démarche de réflexion, si on a une politique fondée aussi sur un portage du pilotage de projets avec les communes. Par exemple, certaines communes vivent avec un comité des secrétaires de mairie très actif et qui aide la communauté dans le partage de ces réflexions. On a parfois des choses qui dépassent totalement anecdotiques pour être au contraire des outils de vrais, pas seulement de débat participatif, mais aussi d'obligation pour la communauté de prendre en compte et de débugger des problématiques concrètes de terrain qui sinon leur exploserait à la figure si celle-ci n'avait pas été prise en compte en amont intelligemment ainsi. Alors, il est possible donc de décentraliser les lieux de rencontre, et également possible de décentraliser les lieux où se tiennent les instances prévues par la loi, notamment que différentes communes accueillent les réunions du bureau de la communauté. Et puis à côté de ça, il y a toutes les questions d'organisation administrative. De la même manière que lors d'une fusion, on ne fait plus trop d'organigramme où on achète la paix sociale au profit d'armées mexicaines, de la même manière que l'on aujourd'hui pense à l'organisation administrative en fonction d'une proximité envers les communes, ou sinon on aura des déconvenues douloureuses. Et un exemple tout bête, quand il y a des travaux, quand il y a n'importe quoi au niveau, qui est piloté au niveau de la communauté, qui peut avoir un impact au niveau local, il est utile de s'informer, concerter, et il y a des outils très simples d'envoi d'affichettes, de systèmes de SMS ou autres pour informer sur tout ce que fait la communauté de manière territorialisée et le faire assez tôt pour qu'il puisse y avoir un échange. Ça évite bien des déconvenues à vraiment un moindre prix et ça évite surtout le procès en distance excessive qui est fait à raison parfois, mais souvent à tort, à la contre des communautés. Et autre exemple dans ce domaine, c'est la réflexion qui a lieu en matière de territorialisation de l'exercice de certaines compétences, qu'il s'agit de savoir jusqu'à quel point la communauté a vocation à intervenir en lieu et place de ses communes membres, ou alors de voir quelle peut être l'organisation même des services sur un plan territorial, avec, pourquoi pas, une réflexion qui s'accompagne de l'accompagnement politique de cette territorialisation des compétences. Etc., etc. Vous le voyez donc, sur ce point, l'imagination est au pouvoir au profit de la possibilité, à la condition d'y réfléchir sérieusement, étape par étape, la possibilité de bâtir une communauté qui ressemble à un territoire, qui ressemble à un projet. Une communauté axée essentiellement sur des grandes compétences stratégiques ne sera pas bâtie de la même manière qu'une communauté fondée sur des services à la population. Une communauté de 10 communes ne sera pas bâtie comme une communauté de 200 communes. La taille de ces communes est également un paramètre. Et ce n'est qu'en multipliant les réflexions, pas forcément en multipliant les outils, mais les réflexions sur les outils possibles, que l'on peut mettre du liant, du débat, le nombre de communautés, où tout simplement l'échelon communal et communautaire ne se parlent que trop peu au niveau des élus ou surtout des services, conduit à vraiment penser qu'il y a des améliorations possibles. Pour cela, la première chose à faire est de bien s'informer, et donc de s'informer sur les tutoriels qui sont à votre disposition. Donc d'autres tutoriels sur cette thématique, nous avons vu qu'il a été fait un tutoriel sur la recomposition des assemblées communautaires, un tutoriel est en préparation sur la procédure de fusion, un autre sur la procédure d'extension du périmètre, et également un sur la façon dont les compétences peuvent être territorialisées.